Bien, je m'appelle Pierre Khalifa, je suis médecin interniste et je suis ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris. Voilà, je vais vous faire une conférence de D4 consacrée à l'endocrinologie qui, comme chacun le sait, est à la croisée des chemins de la médecine interne, tant les dossiers sont cliniques et polyvalents. J'ai 4 dossiers à vous proposer qui sont relativement difficiles, mais qui sont hyper tombables le jour du concours, comme vous pourrez le voir. Je pense qu'on va y aller. Bien, nous allons prendre connaissance du premier énoncé, du premier dossier. Donc il s'agit d'une patiente de 35 ans, hospitalisée aux urgences chirurgicales pour un malaise, des douleurs abdominales, des vomissements et une diarrhée depuis 48 heures. Déjà, vous devez réagir sur patiente de 35 ans. Vous savez que c'est une patiente femme en pleine phase d'activité génitale, malaise, trouble digestif, alors qu'elle était plutôt constipée jusque-là, ce qui l'avait conduit à la prise répétée et régulière de laxatifs. Elle se plaint aussi d'une asthénie majeure en fin de journée, qui vous surprend d'autant plus que son teint bronzé et l'interrogatoire vous confirment qu'elle revient de vacances au Sénégal. Dans tout dossier du concours, vacances au Sénégal doit éveiller en vous une petite lumière et une alerte. Elle a perdu 4 à 5 kilos en 3 mois. À l'interrogatoire, on retrouve la notion de 2 fausses couches spontanées. Bien évidemment, tout de suite, ça vous évoque un certain nombre de dossiers du concours, à l'âge de 25 et de 30 ans. Elle signale un retard de règles, attention, de l'ordre d'une quinzaine de jours. Elle a subi toutes ses vaccinations. À l'examen, la température est à 37,8 degrés, une fièvre. Le pouls est rapide et la pression artérielle pincée. L'abdomen est sensible à la palpation mais souple. On vous donne les résultats des premiers examens pratiqués aux urgences. 11 grammes d'hémoglobine, 5000 globules blancs, donc 40% de neutraux, 2% de basaux. Tiens, 10% d'éosinophiles, c'est un peu trop, ça doit vous faire réagir. 33% de lymphocytes, 15% de monocytes. Vitesse de sédimentation peu élevée, 18 mm à la première heure. Le ionogramme vous paraît à l'évidence perturbé, 125 millimoles par litre de natrémie, 5,8 millimoles par litre de kaliémie, un chlore qui est bas à 82 millimoles par litre, et des bicarbonates qui sont bas à 15 millimoles par litre. On vous donne également les résultats de la glycémie, 3,5, tendance à être un peu basse, de l'urée et de la créatinine qui sont élevés par contre, 15 millimoles d'urée, 135 millimoles par litre de créatinine, des protides totaux qui paraissent un peu augmentés à 85 grammes par litre, alors que le bilan hépatique est normal. Voici la première question. L'interne de chirurgie de garde vous appelle car il évoque certains diagnostics qui ne relèvent pas de sa compétence. Quel diagnostic selon vous? La deuxième question, quels examens demandez-vous? Troisième, quel traitement faut-il mettre en route le premier jour? Quatrième question, quels sont les éléments de la surveillance à J1? Cinquième question, quelles étiologies devez-vous systématiquement évoquer? Sixième question, quels examens vous semble-t-il nécessaire de pratiquer dans le cadre du bilan étiologique? Septième question, quels seront les éléments du traitement à la sortie de l'hôpital? Donc on revient à la première question. L'examen de chirurgie de garde vous appelle car il évoque certains diagnostics qui ne relèvent pas de sa compétence. Quel diagnostic selon vous? Première difficulté, on vous parle de l'interne de chirurgie de garde. L'interne de chirurgie de garde, dans certains hôpitaux, il fait toute la chirurgie, y compris la chirurgie obstétricale. Faut-il parler des urgences chirurgicales de gynéco-obstétrique? Dans un tel dossier, à l'évidence, il faut répondre oui, il faut couvrir large, et vous ne pouvez pas ne pas évoquer les urgences obstétricales, même si ça peut se discuter. Mais surtout, ce qu'on attend de vous, c'est bien évidemment de discuter les urgences médicales qui peuvent réaliser ce tableau, et par contre d'éliminer toutes les urgences digestives qu'on aurait pu évoquer devant un tableau aussi sévère, comme une péritonite, une occlusion, une appendicite, une cholécystite, etc. Donc en gros, on vous attend bien évidemment sur 3 diagnostics à cette question.
l'urgence des urgences, la grossesse extra-utérine chez une femme en âge de procréer qui a déjà eu 2 fausses couches. Vous ne pouvez pas, devant un malaise chez une femme jeune, ne pas discuter cette urgence gynécologique. Et j'ai mis 3 points. L'oubli de cette question, l'oubli de cette réponse, pourrait bien évidemment vous valoir un 0 à la question. C'est l'urgence des urgences, avec un tableau de choc possible et des troubles digestifs qui sont fréquents, même si le tableau ionique ne peut être expliqué par la grossesse extra-utérine. Ensuite, il y a 2 urgences médicales, il y en a bien d'autres, mais 2 urgences médicales que vous ne pouvez pas ignorer devant ce tableau, l'insuffisance surrénale aiguë et le paludisme. Alors, en ce qui concerne le paludisme, on va aller vite, systématiquement, devant tout dossier d'urgence, fébrile ou non fébrile, mais d'urgence, avec malaise, chez une patiente qui revient, comme on vous le dit, d'un voyage tropical, qui a de la fièvre, a fortiori, vous ne pouvez pas méconnaître le diagnostic de paludisme. C'est une urgence médicale et vous devez l'évoquer systématiquement. Alors vous le savez que cette maladie peut se présenter avec des signes digestifs prédominants, avec un malaise. Bien évidemment, il manque d'autres signes, il y en a d'autres en trop, notamment les anomalies ioniques, mais tout est possible. Donc le paludisme vaut 3 points, mais là encore, l'oubli aurait pu valoir 0 en cas d'oubli. Deuxième diagnostic, et c'est une conférence d'endocrinologie, donc vous attendez bien à ce qu'on vous interroge plutôt sur ce diagnostic, c'est le diagnostic d'insuffisance surrénale aiguë, qui vaut 3 points, avec un tableau caractéristique d'insuffisance surrénale aiguë, mais vous deviez rajouter, dans votre grille de correction, que cette insuffisance surrénale aiguë complique vraisemblablement une insuffisance surrénale lente ou maladie d'Addison, 1 point. Et ce qui vous permet de dire ça, c'est quand on vous parle de son teint bronzé, et quand on parle d'un teint bronzé lors d'un dossier du concours, vous devez manifestement, typiquement, penser à l'insuffisance surrénale lente ou maladie d'Addison, comme vous pourriez penser aussi à une autre maladie qui donne un teint bronzé ou pigmenté, qui est l'hémochromatose. Donc voilà les 3 diagnostics qui valent des 0. Il y a bien d'autres diagnostics que vous auriez pu discuter, mais ces 3-là, vous ne devez pas les manquer. La deuxième question consiste à vous demander quels examens vous demanderiez devant cette suspicion diagnostique. Alors, il y a des 0 dans cette question, et les 0, c'est l'électrocardiogramme en urgence. Devant tout dossier où il est fait référence à une hyperkaliémie, vous devez marquer le mot ECG. Il sera dans les points clés de la grille, car vous savez que les complications cardiovasculaires possibles de cette hyperkaliémie, et donc c'est un 0 à la question 2 si vous l'avez oublié. 2 points si vous l'avez mis. Le deuxième mot-clé qui vaut un 0, c'est les bêta-HCG. 2 points si vous les avez mis. Comme je vous l'ai dit, on vous parle de retard de règles, vous ne pouvez pas vous permettre d'oublier une grossesse extra-utérine ou une grossesse possible qui se complique. Et donc, vous devez faire des bêta-HCG, vous devez faire une échographie abdominopelvienne pour éliminer a priori une grossesse. Troisième bilan à faire, bien évidemment, on vous oriente cette fois vers l'insuffisance surrénale aiguë, et il faut faire, avant de débuter le traitement, mais bien évidemment sans attendre les résultats pour commencer le traitement, un certain nombre de tests hormonaux qui seront perturbés dès lors que vous aurez mis en route le traitement. Donc ce bilan hormonal, dans l'insuffisance surrénale aiguë, c'est un dosage de la cortisol plasmatique, la cortisolémie plasmatique, 2 points, qu'il faut bien évidemment pas oublier, mais de la même façon, on pourrait vous reprocher de mettre cortisolémie à 8 heures, ce qui supposerait que vous avez attendu le lendemain pour faire les examens biologiques, alors que l'insuffisance surrénale aiguë, c'est une urgence médicale qui nécessite un traitement immédiat. Vous devez faire également un bilan hormonal hypophysaire avec le dosage de la CTH, de l'aldostéronémie et de l'activité rénine plasmatique. Bon, certes, c'est a priori moins indispensable pour le diagnostic et même pour le traitement, mais dès lors que vous aurez mis en route ce traitement, vous ne pourrez plus apprécier ces valeurs qui vont être modifiées dès la mise en route du traitement. D'autres examens sont utiles, notamment un ionogramme urinaire, pour apprécier la natriurèse qui est augmentée dans l'insuffisance surrénale aiguë, pour rechercher une étiologie à la fièvre, très importante dans l'insuffisance surrénale aiguë, hémoculture et ECBU. Et vous savez qu'une décompensation de l'insuffisance surrénale aiguë est très souvent due à un processus infectieux. Chez toute malade fébrile ayant une insuffisance surrénale aiguë, vous devez faire des hémocultures ou un ECBU, et je pourrais même mettre que cette réponse vaut 0 en cas d'oubli. Alors j'ai oublié, mais un peu volontairement, frottis goutte épaisse en cas de palu. Frottis goutte épaisse. Dès lors que vous évoquez un paludisme, ces mots doivent figurer dans votre correction.
Question numéro 3. On vous dit, quel traitement faut-il mettre en route le premier jour? Donc, limitez-vous à la question. Ne cherchez pas aller dans tous les sens. Vous avez vu les questions suivantes. On vous parlera d'étiologie après. Donc là, c'est le traitement en urgence. Le traitement en urgence comprend l'hospitalisation en service de réanimation. On vous a dit que cette patiente consultait aux urgences chirurgicales. Eh bien, il faut l'hospitaliser. C'est une urgence médicale. Et c'est une urgence qui sera traitée au mieux dans un service spécialisé de réanimation. 2 points. Il faut mettre en condition la patiente en réanimation, à savoir la mettre au repos au lit, lui mettre un scope, d'autant qu'on vous a donné des anomalies du ionogramme avec une hyperkaliémie, mettre en route une voie veineuse, puisque la grande partie du traitement se fera par cette voie. Et, j'insiste encore dessus, c'est une phrase clé dans l'insuffisance surrénale aiguë, il faudra débuter le traitement sans attendre les résultats des examens pratiqués, que vous aurez fait immédiatement pour ne pas les voir perturbés par la mise en route du traitement. Il y a ici dans le traitement des mots-clés qui sont le mot remplissage, dont l'oubli vaudrait peut-être 0. Bon, je ne l'ai pas mis, mais on pourrait se poser la question de mettre 0 à un dossier insuffisance surrénale aiguë s'il n'y a pas le mot remplissage. Et rééquilibration hydroélectrolytique par voie intraveineuse. Et j'ai mis 5 points à cette réponse. Cette patiente avait un malaise, elle avait une hypotension artérielle, je vous le rappelle, une tachycardie. Je vous rappelle qu'elle avait aussi des manifestations qui allaient vers le choc, qu'elle avait une chute de la trémie, qu'elle avait une hémoconcentration avec un taux de protéines qui était élevé. Donc, vous devez absolument la remplir. Et ce remplissage passe par la perfusion de sérum physiologique rapidement. Au début, on cédera de glucosé avec du NaCl, car vous souvenez qu'il y avait une tendance à l'hypoglycémie, avec une glycémie de base qui est à 3,5 mmol par litre. Donc il faut au départ corriger cette tendance à l'hypoglycémie en perfusant du G10. Vous avez aussi conscience que je n'ai pas mis dans la perfusion du potassium, ça vaudrait 0 à la question si vous mettez un petit peu par réflexe, glucosé 5%, plus 4 grammes de NaCl ou 2 grammes de KCl. Mettre du KCl dans une perfusion du patient qui a une hyperkaliémie au départ vaudrait bien évidemment beaucoup d'ennuis à la personne qui écrirait cela. Donc je l'ai mis ensuite, pas d'accord de potassium, jusqu'à normalisation de la kaliémie sous surveillance du scope. Mais ce n'est pas tout. Bien évidemment, vous allez mettre en route un traitement hormonal, qui est le traitement de substitution, puisqu'il est en insuffisance surrénale aiguë. Et ce traitement, retenez bien, il faudra le marquer dans sa totalité, c'est l'hémisuccinate d'hydrocortisone par voie intraveineuse. Ce n'est pas, comme on le lit bien souvent, l'hydrocortisone. L'hydrocortisone, c'est une opothérapie substitutive qui se fait par voie orale dans le traitement d'entretien à l'insuffisance surrénale aiguë. Dans l'insuffisance surrénale lente, dans l'insuffisance surrénale aiguë, ce qu'on donne, c'est de l'hémisuccinate d'hydrocortisone par voie intraveineuse. Alors, il faut connaître le protocole thérapeutique, puisque c'est une urgence médicale. Vous pouvez être mis en présence de ce type de patient et savoir ce qu'il faut faire, c'est important. Vous allez lui faire d'emblée une perfusion, une injection de 100 mg par voie intraveineuse, en bolus, un bolus de 100 mg. Et ensuite, vous allez répartir la dose quotidienne, qui est de l'ordre de 300 mg par jour, 200, 300, 400, en fonction de la sévérité du tableau. Vous allez répartir cette dose totale en perfusion à la seringue électrique sur les 24 heures. Et par exemple, 100 mg toutes les 8 heures ou 100 mg toutes les 12 heures au départ, en perfusion à la seringue électrique. C'est l'élément clé du traitement de l'insuffisance surrénale aiguë. Et très souvent, il dispense de l'injection du 5-cortyl ou l'acétate de désoxycorticostérone, qui en fait le minéralocorticoïde, alors que l'hémisuccinate d'hydrocortisone est un glucocorticoïde. Mais l'effet minéralocorticoïde de l'hémisuccinate est suffisant pour ne pas avoir besoin le premier jour, la plupart du temps, de 5-cortyl. Et on va donc réserver le 5-cortyl aux formes graves qui s'accompagnent d'un collapsus. Ne pas oublier dans le traitement du facteur déclenchant, qui est le plus souvent une infection. D'où l'idée de faire des hémocultures, de faire un ECBU, de dépister les complications et quasiment de mettre systématiquement une antibiothérapie. Enfin, prévenir les complications de décubitus chez une malade qui va pas bien, c'est-à-dire s'assurer qu'elle ne va pas faire d'escarre, s'assurer qu'éventuellement on va lui mettre une prévention thromboembolique si jamais elle a des facteurs de risque de phlébite. Question numéro 4. Quels sont les éléments de la surveillance AJ1 ?
Alors je vous rappelle ce que j'ai toujours dit, quand vous avez une question de surveillance, vous devez surveiller l'efficacité, et vous devez surveiller la tolérance des traitements. Les traitements, donc l'efficacité, ça va être sur la clinique et la paraclinique, les examens complémentaires. Et pareil pour les questions de tolérance, clinique et paraclinique. Ceci vous permettra d'éviter d'oublier des mots clés importants. Et comme je le dis à mes étudiants souvent, les questions de surveillance qui sont pourtant les plus faciles au concours sont les plus mal traitées. Donc je reviens à notre question. Quels sont les éléments de la surveillance au premier jour? Surveillance clinique, pouls, pression artérielle, diurèse, conscience, température, poids, fréquence respiratoire. Un point pour chacun de ces critères. C'est ce qu'on appelle les constantes. Mais le mot constante ne plaît pas trop en général au correcteur. Vous devez vous réciter dans votre tête ces différentes constantes et puis les mettre quand ça vous paraît important. Surveiller une diurèse dans l'insuffisance surrénale aiguë, c'est fondamental. L'oubli de la pression artérielle, c'est dramatique. L'oubli de la température, 0, pour le facteur déclenchant. Donc tous ces mots ont une importance. Dans certains cas, certains mots n'auront aucune importance et ne doivent pas être marqués. L'électrocardiogramme et le scope, l'oubli est un point négatif dans une question où on vous parle d'hyperkaliémie. Les signes de déshydratation, que ce soit les signes fonctionnels ou les signes cliniques, dans une maladie comme l'insuffisance surrénale aiguë, sont un des mots-clés. Le mot déshydratation est un des mots-clés. Enfin, surveillance biologique. Vous avez vu qu'au début, ces patientes ont une tendance à l'hypoglycémie, donc il va falloir surveiller la glycémie au départ. Et puis surtout, c'est une maladie qui perturbe profondément le ionogramme sanguin et urinaire. Et au début, vous allez faire une surveillance très très régulière jusqu'à avoir normalisé ces différents chiffres. De même, vous allez surveiller une déshydratation sur la numération formule sanguine et l'hématocrit, sur le taux de protides et sur la fonction rénale. C'est bien entendu très classique dans les questions de déshydratation extracellulaire. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai oublié la tolérance, la surveillance de la tolérance. Pour une raison précise, c'est que la tolérance d'un traitement par opothérapie substitutive ne pose aucun problème. Ce sont des médicaments qui n'ont pas d'effet secondaire, il n'y a pas de risque lié à une hémisuccinate d'hydrocortisone. Donc, je passe sous silence, je ne mets pas surveillance de la tolérance, alors que ça n'a aucun intérêt. Quelles étiologies devez-vous systématiquement évoquer devant donc une insuffisance surrénale aiguë, dont on vous a dit qu'au départ, elle avait un teint un peu bronzé, donc qui complique une insuffisance surrénale lente. Alors, les étiologies d'insuffisance surrénale, bon, dans n'importe quel livre d'endocrinologie, vous trouverez une dizaine peut-être d'étiologies, toutes plus rares les unes que les autres. Je pense qu'il faut insister sur les plus importantes, qui figurent ici. Alors, la plus fréquente aujourd'hui, c'est la rétraction corticale ou insuffisance surrénale auto-immune. Bon, la difficulté d'une question sur rétraction corticale, c'est qu'on peut difficilement vous orienter vers cette étiologie, à moins de vous mettre que cette patiente a un vitiligo, des antécédents de Birmer, c'est-à-dire de vous donner un contexte auto-immun évident. Mais il n'y a pas de signe clinique spécifique de rétraction corticale. Deuxième étiologie, la tuberculose surrénale ou surrénalienne. La tuberculose surrénale, c'est une maladie qui aujourd'hui est beaucoup plus rare qu'il y a quelques années, qu'on rencontre encore. C'est une affection qui va détruire les deux surrénales et qui va s'accompagner sur le plan de l'imagerie d'anomalies assez caractéristiques qui vont rapidement permettre de faire le diagnostic. Sans compter que cette patiente va avoir des antécédents de tuberculose, la plupart du temps, qu'elle ne va pas être vaccinée. Enfin, on va retrouver un certain nombre de critères dans l'interrogatoire qui vont nous orienter vers cette maladie. Troisième étiologie sur laquelle je me permets d'insister, parce qu'elle est à la mode, c'est le syndrome des antiphospholipides, le SAPL qui s'accompagne, comme vous le savez, de thrombose artérielle, thrombose veineuse ou thrombose placentaire. Donc je vous rappelle, SAPL égale thrombose artérielle, thrombose veineuse et thrombose placentaire, utéroplacentaire. Eh bien, dans le cadre d'un SAPL,
vous pouvez avoir des thromboses disséminées qui vont provoquer une anoxie au niveau des surrénales, une nécrose surrénalienne anoxique d'origine artérielle ou veineuse qui peut vous détruire deux surrénales et conduire à un tableau d'insuffisance surrénale. Alors ce syndrome SAPL, comme vous le savez chez une femme jeune, il est parfois associé à un lupus érythémateux aigu disséminé, même si dans certains cas il peut être primitif. Et donc sa recherche doit être systématique devant une insuffisance surrénale aujourd'hui. Quels examens vous semble-t-il nécessaire de pratiquer dans le cadre du bilan étiologique? L'examen de base NFS VS CRP va vous permettre de rechercher un facteur déclenchant, une infection qui est cause de décompensation, mais vous orientez également vers une pathologie infectieuse type tuberculose. Deuxième type d'examen, la recherche d'un SAPL, comme je viens de vous le dire, pathologie fréquente sur ce terrain de femmes jeunes,